Cet après-midi, on va beaucoup parler de stockage et de batterie. Pour nous, marins qui faisons du bateau, une batterie, c'est toujours trop près de 11 bits et ça pèse toujours trop lourd. Et on va donc s'intéresser aux nouvelles technologies de batterie. Et pour nous faire un petit peu la description du paysage aujourd'hui et des principales technologies de batterie, on a demandé à Michel Guégan, qui est ingénieur application chez Saft, de venir nous faire un petit tour d'horizon. Monsieur Guégan, bonjour. C'est à vous. Eh bien, bonjour. Donc, je suis Michel Guégan, je suis ingénieur application chez Saft. En 2 mots, Saft, c'est une société française qui fabrique des batteries depuis une centaine d'années à peu près, différentes technologies. On n'a pas de centre, on n'a pas d'électrochimiste spécialisé dans la course au large ou dans la batterie appliquée à la mer, mais on fabrique des produits. Je vous ai amené quelques échantillons là que vous ne voyez peut-être pas beaucoup parce qu'ils sont petits. Mais on fabrique des batteries, donc des cellules et des batteries qui sont utilisées dans certaines applications pour la course au large. Alors dans quel sens ça marche? Voilà, donc un programme en 8 points ou en 9 points. Donc qui sommes-nous un peu Saft? Qu'est-ce qu'on fait comme produit rapidement? Les petits modules lithium-ion dont on va parler un peu plus. Tout ce qu'il y a à prendre en compte pour la fiabilité et le calcul et la durée de vie des batteries. Quelques mots après rapidement sur le modèle de durée de vie. Pareil, un clin d'œil sur la future mission du MP. Vous allez manquer pas du tout dans votre domaine, mais vous verrez. Quelques mots également sur comment on voit le futur de la batterie chez nous. Et puis, donc, je passerai la parole après à Julien qui va vous parler plus des batteries, du montage en batterie qui sont adaptés à vos besoins ou aux besoins de la course. Bon, Sam, qui sommes-nous? Donc on développe et on fabrique des batteries de haute technologie, donc on n'est pas du tout dans le domaine grand public aujourd'hui. On a plusieurs technologies à notre portefeuille, et vous voyez, bon, j'ai dit tout à l'heure une centaine d'années d'histoire, et puis on est à peu près 4000 personnes à travailler sur Saft, avec une grosse présence en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, où on fait à peu près 35% de notre chiffre d'affaires, et avec des usines. Et puis une partie qui monte de plus en plus, c'est l'Asie, le Moyen-Orient. Donc voilà un peu toutes nos applications. Alors j'ai mis en rouge ou j'ai surligné en rouge. Alors comment ça marche? Ici, donc la partie à la zone, enfin ou la division à laquelle j'appartiens. Mais on fait du stationnaire industriel, c'est-à-dire tout ce qui est de très grosses batteries pour du secours de plateformes pétrolières, par exemple, comme vous voyez ici, de l'aviation. Un avion sur 2 dans le monde vole avec des batteries Saft. Donc, à chaque fois que vous prenez un avion, vous avez une chance sur 2 de voler avec nos produits. Dans le ferroviaire, c'est le train, les métros, etc., du secours ou du démarrage. Les télécoms, donc tout ce qui est secours et lissage de puissance sur les transmissions télécoms. La défense. Alors vous voyez des trucs pas très sympas là, mais on travaille beaucoup avec nos amis des armées. L'espace, les lanceurs et également les satellites. On est une des premières sociétés, on a une position de leader sur les satellites, sur les batteries pour satellites dans le monde. Et puis des domaines qui commencent à se développer, où on retrouve un peu la marine. Vous voyez, on voit apparaître la marine là dans notre titre. C'est tout ce qui est hybridation de gros navires, des ferries, des yachts, etc. Et donc la partie à laquelle j'appartiens, l'électronique civile, où on fabrique soit des piles primaires, soit des piles rechargeables lithium-ion, et dont certaines sont utilisées sur les courses aujourd'hui. Donc voilà rapidement, 14 sites de production dans le monde, on couvre 19 pays, 31 bureaux commerciaux, enfin, etc. Vous voyez la répartition géographique de nos usines et de nos agents. On a aussi une notion de développement durable. Enfin, on s'attache beaucoup. On a des produits propres, donc on s'attache aussi à avoir des usines le plus propres possible, même si on travaille avec de l'électrochimie. Donc, c'est pas toujours. Enfin, dans l'électrochimie, il y a chimie. Donc, on a des produits qui ne sont pas toujours très sympathiques pour l'environnement, mais on s'attache à avoir à protéger le plus possible notre environnement et voilà.
quelque chose que j'ai gardé, mais qui est rapide. On s'est fait racheter par Total cet été. On était une société indépendante qui était cotée à la Bourse de Paris. On vient d'être racheté par Total. Voilà. On verra à l'avenir ce que ça va nous donner. Nous, on n'est pas mécontents. Bon, après, on va voir ce que ça donne. Alors, rapidement également, donc les gammes de nos produits, donc vous voyez en haut, là, on a toute une famille qu'on appelle des produits primaires, donc du non rechargeable, avec 3 technologies, chlordéthionyle, le MnO2 et SO2. C'est des petits modules, hein, c'est un peu les modules qu'il y a là. Ça va du module demi-2A, je ne sais pas si vous voyez, un module demi-2A, c'est mon petit doigt à peu près, là, à un module format D, qui est le module R20 des piles qu'on trouve dans le public. Avec des applications dont on va voir rapidement après à quoi c'est utilisé. Et dans le rechargeable, on a aujourd'hui 2 grandes technologies. Une technologie ancienne qui est du nickel-cadmium, qui est faite sur des gros modules uniquement aujourd'hui. Donc c'est une technologie 1 volt 2. Vous voyez qu'on va de 80 à 1800 ampères-heure. Donc 1800 ampères-heure, ça commence pour nous, c'est un très gros produit. Ça, c'est les éléments unitaires, hein. C'est pas un montage en batterie. Après, on les monte en série parallèle pour augmenter la tension 12 volts, 24 volts, etc. suivant les besoins. Et on les monte en parallèle après pour avoir des fortes énergies. En lithium-ion, on a 2 grandes familles. Donc les gros modules, alors lithium-ion veut dire 3 volts 6 en général, et on est là de 6 à 80 ampères-heure à peu près. Là, c'est pareil, c'est des modules qu'on ne trouve pas je dirais dans le vent de grand public. Mais c'est des 80 ampères-heure sur une batterie lithium-ion, ça fait un très gros module. Et ensuite, les petits modules, donc pareil, 3 volts 6, et là, on est entre 2 ampères 6 à 7 ampères-heure en gros, et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui sur certains des bateaux qui sont en course aujourd'hui. Et après, on a des modules vraiment spécifiques, qui sont des torpilles par exemple, hein, des torpilles électriques où on fait des batteries qui est adaptées à la torpille ou sur des missiles ou des choses comme ça, pas très sympathiques, mais enfin bon. Donc voilà comment ça marche une pile. On prend sur la gamme primaire par exemple, on prend une pile qui est voilà, le petit module, on le met en batterie, série parallèle. Cette batterie-là par exemple, elle va sur des bouées qui marquent les chenaux, enfin l'entrée des chenaux pour l'éclairage autonome des chenaux. Donc les coureurs ou les gens qui font de la voile ne savent pas forcément qu'il y a une batterie SAFT, on ne travaille pas directement pour eux, mais en même temps ils peuvent être amenés à les rencontrer dans leur périple ou dans vos périples quand on est en mer. Quelques exemples également, donc petit module, donc c'est plus cette famille-là que l'on utilise aujourd'hui en lithium-ion rechargeable. J'ai mis 2 exemples qui étaient un peu marrants, je dirais. Donc le premier exemple, c'est une batterie. Donc on utilise un accu unitaire pour faire de l'alimentation d'un émetteur-récepteur. Bon, là, typiquement, c'est l'armée, mais ça peut être aussi des produits civils. Et puis la deuxième, l'application sur la droite, là, vous voyez que c'est un chariot de golf électrique. On travaille dans tout un tas de domaines totalement différents les uns des autres, où on met cet accu à l'intérieur pour avoir une batterie de 25 volts. Ensuite, dans les gros modules, alors là on passe sur un modèle sur un niveau vraiment différent. Alors c'est pas à l'échelle, hein, donc ce sont des modules qui font une vingtaine de centimètres de haut, où on ne les vend, où on ne les utilise que dans des racks pré-utilisés que l'on trouve en haut, là, qui font 24 ou 48 volts. Et ensuite, que l'on va monter dans des racks. Vous voyez ici, on a monté 5 modules plus un module d'électronique à l'étage. Et on va jusqu'à des containers entiers de batteries qui font pratiquement 1 mégawatt. 1 mégawatt de puissance installée et qui servent aujourd'hui sur de la régulation de fermes éoliennes et sur la régulation de fermes solaires. Donc on est vraiment sur de tout petits modules, on part d'un tout petit élément qui est vendu à des containers entiers de batteries. Sur le nickel-cadmium, c'est un peu la même chose, même si on est sur des très gros modules. Donc on part d'éléments unitaires plus ou moins gros suivant les besoins. Et pareil, on les met en batterie. Donc là, vous voyez par exemple en haut
rack batterie qui sert dans les métros, qui font du secours d'éclairage, du secours de freinage. Donc là, on va de quelques ampères-heure, de quelques dizaines d'ampères-heure à quelques centaines d'ampères-heure, soit en 24, soit en 48 volts généralement. Et en dessous, par exemple, vous avez un module 270 volts pour l'aviation, donc qui sert de secours sur les avions. Et ensuite, alors les modules spécifiques, je vous souhaite de ne pas trop en rencontrer parce que généralement, ce n'est pas dans des applications très sympathiques. La batterie activée à l'eau de mer, qui est une technologie un peu spécifique, donc qui fait 160 volts, qui a puissance moyenne, je dirais. Et puis vous voyez là une batterie torpille argent-zinc, donc technologie vraiment spécifique, jusqu'à 210 volts. Et qui, la particularité est de cracher du courant, donc là vous voyez 400 ampères, pendant un temps relativement court, et qui sert à alimenter la torpille le temps qu'elle est tirée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa cible. Donc voilà, c'est pour ça, bon, c'est pas sympa à rencontrer en mer. Quelques applications quand même sur lesquelles on côtoie les marins. Donc celle en haut à gauche, c'est une batterie pour la propulsion électrique ou de la propulsion hybride, donc pour des ferries, des cargos, des remorqueurs, etc. On a aussi de la propulsion sur tout ce qui est ESUV, hein, les sous-marins. Donc la torpille, j'ai dit. Les bouées, donc on fait de l'alimentation d'éclairage de bouées. C'est des batteries qui vont durer 6 mois, 1 an en mer et qu'on va venir changer régulièrement. Et puis des balises, donc pas mal de... enfin, tous les bateaux ont, ou tous les bateaux en course ont, donc on équipe certaines balises avec nos batteries. Bon, puis après, il y a tout un tas d'applications diverses et variées. Alors, le lithium-ion, petit module, pourquoi on est venu au lithium-ion? On en a parlé un tout petit peu ce matin. Ici, on représente sur cette courbe-là, vous avez en abscisse, vous avez l'énergie en watts par kilo pour comparer entre différentes technologies. Et ici, vous avez la puissance. Donc, l'énergie, c'est la quantité d'énergie qu'on peut mettre dans la boîte. Et la puissance, c'est la quantité de courant que peut délivrer le produit. Vous avez le... Vous avez le plomb qui se retrouve ici. Vous voyez que c'est une technologie qui n'est pas très puissante, qui n'est pas très énergique malgré tout. Et puis au fur et à mesure qu'on va se déplacer vers la droite, on va augmenter en énergie et on peut aussi augmenter en puissance vers la partie verticale. Donc on a la technologie nickel-cadmium qui est meilleure que le plomb. Après, vous avez le nickel métal hydrure qui est encore un peu meilleur. Et vous avez le lithium-ion qui se trouve à cette zone-là. Donc ce que l'on voit, c'est que pour une puissance, on a une meilleure puissance et une meilleure énergie pour un poids moindre, généralement, à une batterie équivalente. Alors soit on gagne beaucoup en poids à énergie équivalente, soit on met beaucoup plus d'énergie ou beaucoup plus de puissance pour le même poids de batterie. Et puis il y a une technologie ici mais qui ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui, qui est une technologie qui fonctionne à haute température, voilà, qui est la technologie jaune au milieu. Quels sont les avantages du lithium-ion? Alors le lithium-ion a plusieurs avantages. Il a aussi quelques inconvénients dont on va parler. Un des premiers avantages, c'est sa tension élevée. Donc on est à 3,6 V par rapport à une technologie nickel-cadmium qui fait 1,2 V. En gros, il faut mettre 3 batteries ou 3 accus nickel-cadmium par rapport à un accu lithium-ion, déjà pour avoir la même tension. Donc on gagne déjà en tension. On a... qu'on a vu tout à l'heure, une énergie spécifique qui est intéressante. On a une durée de vie qui est ce qu'on appelle en cyclage, donc en charge-décharge, qui est beaucoup plus importante que les autres technologies disponibles sur le marché aujourd'hui par rapport à du lithium, par rapport à du nickel-cadmium par exemple. On va jusqu'à 1000 cycles à profondeur de décharge 100% sur une batterie. On va augmenter cette durée de vie quand on va réduire la profondeur de décharge.
On a aussi quelque chose qui est important dans les applications, c'est que la fin de vie, on n'a pas une batterie qui meurt, ce qu'on appelle de mort subite, c'est-à-dire une batterie au plomb. Aujourd'hui, elle peut marcher, demain, elle peut être en panne. Généralement, on n'a pas ça sur le lithium-ion. Le lithium-ion meurt par une augmentation progressive de sa résistance interne. Donc si une batterie fonctionne aujourd'hui, vous avez 99,9% de chances qu'elle fonctionne encore demain. Sauf si on a des détériorations mécaniques à l'intérieur. Par exemple, si on vient, je ne sais pas, couper une connexion ou quelque chose comme ça. Mais en électrochimie pure, la batterie ne meurt pas du jour au lendemain. Ensuite, il y a un excellent rendement de charge-décharge. On a vu ce matin que c'était difficile, cher, compliqué de produire de l'énergie. Donc si à chaque fois que vous transformez votre énergie entre la production, le stockage et l'utilisation, vous avez des rendements faibles, eh ben vous avez produit de l'énergie pour rien du tout. La technologie lithium-ion a un rendement de l'ordre de 95 à 98%. Ça veut dire que pratiquement tout ce que vous mettez dans la batterie, vous allez le récupérer en sortie. Et enfin, c'est une fiabilité qui est éprouvée. Saft a été le premier au monde à lancer de la technologie lithium-ion dans les applications satellites. Et je peux vous dire que pour que ce soit qualifié sur les satellites, il faut que ce soit fiable et éprouvé, etc. Les inconvénients du lithium-ion, on en a parlé un tout petit peu ce matin, mais ça nécessite d'avoir une électronique de surveillance assez pointue pour deux raisons. Parce que si on va trop haut en tension, c'est-à-dire si on surcharge en tension, si on va au-delà de 4,2 V, 4,3 V sur la technologie, il y a un risque d'instabilité thermique et on risque de partir en ce qu'on appelle en runaway thermique et donc aller vers l'incident qui peut aller jusqu'à l'explosion, le feu, etc. Donc à surveiller de très près. Et également, si on descend trop bas en tension, là on va détériorer les performances de la batterie, on ne va pas pouvoir récupérer, enfin c'est une détérioration irréversible. Vous aurez beau essayer de recharger votre batterie, elle ne prendra plus la charge, elle ne fonctionnera plus. Donc à surveiller, et c'est important d'avoir une électronique fiable et qui soit bien dimensionnée sur la batterie. Ensuite, c'est un produit qui est cher. Je sais pas, on a beaucoup parlé de prix ce matin, mais notre technologie, la technologie lithium-ion, est plus chère que les autres technologies. Et c'est aussi une technologie qui bouge beaucoup. Je ne sais pas si on entend, même dans le grand public, on entend régulièrement des nouvelles technologies lithium-ion qui sortent, des nouvelles avancées. Donc c'est quelque chose qui évolue en permanence et il faut être en permanence à l'affût des nouveaux matériaux, des nouveaux produits qui sortent pour sortir le produit le plus adapté possible et toujours au niveau des performances. Alors aujourd'hui, on a notre gamme de produits, donc on est en train de la faire évoluer. On a sorti une gamme qu'on a appelée Génération 5 et Génération 6 qui est produite aujourd'hui, donc vous avez les produits là. On a sorti il y a un an à peu près, non il y a 2 ans maintenant puisqu'on a changé d'année, on a sorti ce qu'on appelle la gamme XTD qui est une gamme qui fonctionne sur une température plus étendue. On a perdu un peu en énergie spécifique, mais on a gagné en température, puisque vous voyez qu'on fonctionne de moins 40 à plus 85. Et on est en train de remplacer nos 2 générations précédentes par une nouvelle génération qu'on va appeler XLR, qui va sortir cette année, et qui qui est à énergie constante, et qui augmente l'énergie disponible, et puis surtout qui va nous augmenter la durée de vie en cyclage et en floating. Le floating, pour nous, c'est une batterie qui est en charge permanente et qui est très peu utilisée très peu utilisée. Typiquement, c'est du secours. On charge la batterie en permanence et le jour où on en a besoin, on l'utilise. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour la durée de vie de la batterie? Donc, la durée de vie de la batterie, ça demande, le lithium-ion demande un mode de charge vraiment spécifique qu'on appelle tension constante et courant constant. Donc, c'est bien à respecter. Et le conseil que je pourrais donner aux gens, s'il y a des utilisateurs dans la salle, c'est n'essayez jamais
de recharger une batterie lithium-ion avec un chargeur qui n'est pas adapté à cette technologie, ou qui n'est même pas adapté à la batterie que vous allez charger, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, essentiellement de sécurité, un peu de durée de vie, mais surtout de sécurité. Alors il y a tout un tas de paramètres qui interviennent dans la durée de vie de la batterie. Il y a comment vous l'utilisez. Il y a un paramètre qui est généralement primordial dans toutes les technologies, que ce soit du rechargeable, du primaire, du nickel-cadmium, etc., c'est la température. La température est un des facteurs de vieillissement, de fatigue accélérée sur les produits. Quand je dis température, c'est généralement la température haute, bien évidemment. Après, il y a tout un tas de choses qui jouent. Il y a l'état de charge. Est-ce qu'on décharge beaucoup la batterie à chaque cycle ou pas? Est-ce qu'on fait du cyclage? Est-ce qu'on fait du secours avec? Voilà. Là, je vous ai mis quelques courbes de ce qu'on fait. C'est des mesures de laboratoire qui sont faites à l'usine. On est dans un fonctionnement de type cyclage, donc on charge et on décharge la batterie en permanence, on la charge en 1 heure dans ces cas-là, et on la décharge en 1 heure pareil, enfin au régime de 1 heure, on veut avec un peu de repos entre les deux, et on compte le nombre de cycles que fait la batterie en suivant son évolution de capacité. Donc vous voyez ici, on part avec 100% de capacité, là c'est fait sur des éléments qu'on appelle XTD, donc qui sont sortis il y a 1 an à peu près. Donc on parle avec 100% de capacité, et avec le temps, vous voyez que la batterie ou l'accumulateur, il va avoir ce qu'on appelle du fading, donc perdre petit à petit sa capacité en fonction de son utilisation. Et là, on voit que sur ce test-là, par exemple, qui a été fait à 20 degrés, on a tenu on dit plus de 2500 cycles, on est arrivé à plus de 2800 cycles de fonctionnement. Plus de 2800 cycles de fonctionnement, ça veut dire un cycle par jour, ça vous fait, je ne sais pas combien, mais ça vous fait 7-8 ans de fonctionnement, et votre batterie est encore capable ici de donner, je ne sais pas combien, 72% de sa capacité d'origine. Donc vous avez encore une réserve d'énergie qui est 70% de ce que vous aviez au départ. Et ce qui est remarquable avec cette technologie, c'est d'avoir une résistance interne qui, dans le même cyclage, qui ne bouge très peu, puisque vous voyez qu'ici on part de 22 ou 23 milliohms, on monte jusqu'à 30 ou 35 milliohms. Donc c'est une caractéristique de nos produits d'avoir une résistance interne qui est très stable dans le temps et en cyclage. Un autre paramètre qui intervient beaucoup, c'est la température, et notamment en charge. Notamment à froid, on vient détériorer une technologie standard de lithium-ion. Si vous la chargez à froid, vous allez rapidement la détruire, parce que vous allez déposer du lithium métallique sur les électrodes, et vous allez mettre en court-circuit l'accumulateur. Donc voilà, et nous avons nos produits. Ça dépend des technologies et des familles, mais nos produits acceptent, pour les meilleurs, je dirais, pour la famille XTD par exemple, acceptent des recharges jusqu'à moins 50. Alors vous n'allez pas pouvoir charger la batterie très rapidement, mais la batterie va accepter la recharge et va pouvoir être rechargée sans détérioration de ses performances. Après, pareil, au chaud, on monte jusqu'à 60-80 degrés d'utilisation sur certains produits. La température a aussi donc un effet sur le vieillissement de la batterie, mais a aussi un impact sur ses performances. Et vous voyez ici donc des courbes de capacité disponible en fonction de la tension, sous un régime donné en fonction de la température. Donc ici, on va de moins 40 à plus 85 degrés. Les deux choses que l'on voit, c'est premièrement, la tension a tendance à baisser, et deuxièmement, la capacité, le rendement de la batterie ou de l'accumulateur baisse. C'est quelque chose qui est réversible, c'est-à-dire que cet élément-là qui a été testé à moins 40 sous un régime de C/5, donc en décharge théorique en 5 heures, si vous le remettez à 20 degrés, il va remonter ici. Et donc voilà. Par contre, si vous devez travailler à des températures chaudes ou froides, il faut démotionner la batterie de départ pour qu'elle réponde aux besoins dans les conditions les pires de l'application. Alors on nous dit souvent, non, c'est pas souvent, on nous dit oui souvent que nos produits sont chers.
Et pourquoi ils sont chers? Donc on a ici, je vous ai je vous ai montré des courbes de comparatifs de concurrence. Alors, on parle en pourcentage de capacité ici parce que ce n'est pas les mêmes formats, c'est difficile de comparer, donc on parle en pourcentage de capacité. Et c'est la même représentation que tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité disponible ici en fonction du nombre de cycles qui ont été faits dans le test. Ici, on a deux produits. On a notre technologie aujourd'hui, le verre, le XTD. La nouvelle technologie qu'on va sortir cette année, vous voyez qu'on a quelque chose de très stable, comme on a vu tout à l'heure. Après 1000 cycles, on a encore pratiquement 85% de capacité disponible. Et je vous ai mis en rouge, en bleu, etc., les concurrents, c'est-à-dire qui sont généralement un format qu'on appelle 18650, où on voit qu'en quelques dizaines, quelques centaines de cycles, les batteries ont perdu une grande part de leur capacité. Donc il y a une première famille ici qui se retrouve, vous voyez, en 100 cycles, on a perdu pratiquement 50% de capacité disponible. On a une famille ici qui est un peu meilleure, où on peut aller jusqu'à, en gros, 500 cycles ou 400 cycles, alors que nos produits à côté, on va jusqu'à 1000 cycles et voire plus de 2000 cycles, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça explique en grande partie le prix que vous payez pour acheter nos produits, parce qu'on a des produits, je dirais, de qualité, où on cherche la fiabilité, où on cherche la durée de vie. Voilà. Ça, c'est très rapide. On peut aider les gens qui conçoivent les batteries à partir de nos produits à faire des calculs de durée de vie, à faire des estimations de durée de vie sur nos produits. Donc, on a on a modélisé le comportement des batteries en fonction de différents paramètres, et on arrive à simuler le comportement de la batterie dans le temps en fonction des températures, des courants, etc., de l'utilisation complète de la batterie. Juste un petit clin d'œil, ces produits sont en train de se faire qualifier ESA aujourd'hui pour aller sur la mission Mars qui va partir en 2020. Donc voilà, c'est un peu pour montrer la fiabilité des produits. C'est pratiquement le même produit qui ira sur Mars que celui qui est sur la table devant, même si celui sur la table devant, il est factice, mais que l'on vend aujourd'hui sur les applications civiles. Voilà. Et bon, là, on est sur des critères un peu sévères. Demain, alors c'est une question qu'on a souvent, c'est qu'est-ce que vous préparez pour demain? Quelles sont les nouvelles technologies qui vont sortir? Quand est-ce qu'on révolutionne les batteries? On voit tous les jours des choses dans les journaux. J'ai sorti la batterie qui va sauver le téléphone portable, qui va jamais mourir, qui va donner 10 fois plus d'énergie que celle d'aujourd'hui. Vous n'aurez plus besoin de recharger votre téléphone, etc. Honnêtement, nous, on n'y croit pas du tout. Parce qu'on ne voit pas à l'horizon de quelques mois ou de quelques années sortir une technologie franchement éprouvée, fiable, qui marche, industrielle aussi, parce que des produits de laboratoire, on sait faire, des produits industrialisables que l'on peut mettre sur le marché à un prix compétitif, etc. C'est un autre challenge. Donc on ne voit pas à l'horizon de quelques mois ou de quelques années de révolution dans ces technologies. Ce que l'on sait, c'est qu'on va augmenter, ce que l'on cherche à faire, c'est augmenter les énergies disponibles et les puissances disponibles en jouant sur les matériaux, en jouant sur des nouveaux matériaux, en jouant sur des industrialisations un peu différentes, mais on ne voit pas, encore une fois, de technologie qui va révolutionner le marché. On travaille sur des produits tels que les électrodes solides qui sont prometteurs pour augmenter les densités de matériaux sur ces batteries. On travaille beaucoup aussi sur des applications haute température et on travaille sur d'autres produits mais qui sont encore à plus long terme, qui serait le lithium sulfure dont on va parler rapidement.
Donc voilà, aujourd'hui, on est à peu près sur ces technologies-là. On est en train de monter là, hein, on parle de 160-180 Wh par kilo, on monte à 200. Nos plus grands espoirs, c'est de monter à 225. Mais vous voyez que ce n'est pas, c'est pas une révolution. On n'est pas en train de dire on va passer de 160 à 300 ou 1000 Wh par kilo d'ici demain matin. Ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, tout à l'heure, il y avait un peu le même graphe. Donc, on travaille par contre sur des technologies qu'on appelle le sulfure de lithium, qui sont prometteurs au niveau, non pas au niveau de densité d'énergie, mais plus au niveau d'énergie spécifique, donc par kilo. Donc, on met des produits plus light, plus légers à l'intérieur de nos batteries pour avoir la même quantité d'énergie avec un poids plus faible. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on croit beaucoup, qui va sortir, mais qui va sortir à l'horizon 4-5 ans. Il ne faut pas beaucoup espérer avant. Et pour finir, voilà, nous sommes fabricants donc, d'éléments unitaires, comme je vous ai montré tout à l'heure. On fabrique aussi quelques batteries, mais dans le domaine, notamment dans le domaine de la course au large, on a un partenariat avec la société Williamson Electronics qui est à Nantes, qui fait le montage en batterie. Et donc Julien va nous présenter. Ici, juste pour terminer, vous avez Philae. Vous avez dû entendre parler de Philae qui est allé se poser sur la comète. La batterie qui pilotait Philae dans sa phase de descente et dans la première phase de fonctionnement avant qu'elle tombe en panne, c'était une batterie SAF qui a été fabriquée à Poitiers. Voilà. Donc, Julien Campion, Williamson, bonjour à tous. Donc, du côté Williamson, comme vous avez pu voir, on intègre la technologie SAFT dans nos développements. Donc là, on peut voir une des batteries qui est montée sur les bateaux de la course au large, hein, notamment. Donc, avec des enjeux cruciaux au niveau des différents teams, qui sont bien sûr la fiabilité et la légèreté associées à la performance. Donc, quand on dit fiabilité et légèreté, donc, pour le bon fonctionnement des équipements de navigation, que ça soit du côté communication, signalisation, des signalisateurs, bon, tout l'équipement à l'intérieur repose sur la fiabilité de la source d'énergie qui est soumis à des contraintes très fortes au niveau climatique et bien sûr au niveau mécanique, hein, vibration, choc de ce fait. Donc sans cette fiabilité sur de périodes assez longues, forcément la victoire est impossible et la sécurité est engagée pour les navigateurs. Donc bon, après là on peut voir une petite installation où on a 7 batteries font 550 Wh chacune qui peuvent être mis en parallèle. Donc on a des installations plus importantes selon les autonomies choisies par les teams. Donc au niveau caractéristiques fonctionnelles, bon, on arrive forcément sur les caractéristiques de l'élément de base SAFT. Donc avec des durées de vie qui vont de 500 à 800 cycles selon les températures d'utilisation et les profondeurs de décharge. Donc on intègre à toutes ces batteries une électronique de communication qui nous permet de savoir le nombre de cycles effectués pour la durée de vie de la batterie, ainsi que la mémorisation éventuellement des événements type court-circuit, tension mini-maxi, etc. Donc là on peut voir à l'intérieur de la batterie, donc on utilise des éléments SAFT, donc on voit ici un assemblage de plusieurs éléments. Donc on intègre la protection des éléments contre les courts-circuits, les surcharges et les décharges profondes, qui sont très importantes pour fiabiliser la batterie. Donc le chargeur est intégré dans l'électronique, hein, on peut voir les différents développements électroniques sur la photo. Et donc on a la supervision de l'ensemble qui est disponible sur des moniteurs au niveau du skipper. Donc l'ensemble est IP66 dans un boîtier. Alors au niveau historique, Williamson a commencé avec le team PRB en 2007-2008. Le premier Vendée Globe en 2008 et le design est devenu de plus en plus robuste, a été éprouvé dans le temps à ce niveau-là. Donc au niveau des batteries, donc selon les bateaux, on est entre 5 à 10 batteries en parallèle, hein, donc on a été jusqu'à 14 sur la Volvo avec Groupama 4.
Donc les différents moyens de recharge sont ceux dont on a parlé ce matin, hein. Donc bien sûr, tout ce qui va être génératrice, moteur thermique, donc la source principale, les hydrogénérateurs, de l'éolienne ou du panneau solaire à ce niveau-là. Donc on a une innovation dont PRB a été le premier à mettre ça dans son bateau, c'est les super capas, qui aujourd'hui sont une solution imposée par l'IMOCA sur tous les bateaux. Donc il va mêler la puissance des super capas. Là, on est sur des éléments de 3000 farad pour débloquer le vérin qui active la quille sur les bateaux. Donc voilà, bon, Williamson fournit aussi tout ce qui est IHM, donc les moniteurs et les logiciels à ce niveau-là. Donc juste à un niveau des résultats en course sur les bateaux équipés de nos batteries. Bon, on a pu avoir quelques victoires sur la Transdac Jacques Vabre, je ne vais pas les passer en détail. Au niveau de la route du Rhum aussi. Donc avec au niveau du Tour du Monde en équipage avec Franck Camas et Loïc Perron. En solitaire, donc ce débo était équipé des batteries Williamson électroniques hein, qui vient d'arriver. Donc sur la Volvo, donc il y avait Franck Camas également. Et sur le Vendée Globe, donc en 2008, PRB avait l'exclusivité donc à ce niveau-là. En 2012, on équipait Massif notamment. Et on doit avoir 7 bateaux aujourd'hui qui sont sur le Vendée en ce moment même. Donc à savoir Banque Populaire, Maître Coq, Saint-Michel Bierbach, Quiguinier, SMA, PRB et Edmond Rothschild. Donc voilà, au niveau des différentes installations qu'on a pu faire. Voilà. Merci bien, on peut vous applaudir. Vous allez venir ici tous les deux. Merci. Mais ici, il y a un micro pour deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. J'avais une question du coup sur les batteries. Vous pouvez vous présenter. Donc, je m'appelle Paul, je suis en licence pro-nautisme à l'UBS à Lorient. Et donc j'avais une question par rapport aux batteries. Vous disiez que vous n'avez pas d'alternative à l'heure d'aujourd'hui. Mais concernant les matières premières pour les batteries, actuellement, on dit qu'apparemment il y aura bientôt plus de matières premières pour les construire. Donc qu'est-ce que vous vous dites par rapport à cela ? Vous parlez du lithium, je suppose. Enfin, oui, tout à fait. Alors effectivement, le lithium, c'est un produit qui n'est pas rare sur la Terre. Hein. Il y a des réserves assez considérables de lithium. Il y a une autre zone qu'on n'a encore pas explorée ou qu'on a du mal à explorer, qu'on n'a pas commencé, c'est la mer. Donc il y a quelques ppm de lithium dissous dans la mer, donc on pourrait l'utiliser. Et encore une fois, les réserves mondiales de lithium sont énormes. Donc aujourd'hui, même s'il y a des tensions aujourd'hui sur les prix, qui sont plus des gens qui cherchent à faire de l'argent, de la spéculation sur les matières premières, mais en tant que matière elle-même, il n'y a pas vraiment de pénurie, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à trouver du lithium pour mettre dans nos produits. Voilà. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'il faut faire la différence entre du lithium métal, qui est utilisé beaucoup dans les produits primaires, alors que dans les produits rechargeables dont on a parlé là, c'est du lithium-ion, qui est un sous-produit, mais qui est une autre étape de fabrication de lithium, et qui est un peu moins demandeur, même s'il faut des quantités de lithium quand même au départ. Mais a priori, aujourd'hui, on n'a pas de pénurie. Vous estimez à combien de temps encore de réserve sur la planète ? Enfin, les études montrent qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème à répondre à la demande et on n'aura pas de problème à répondre dans les. Alors après, ça va dépendre beaucoup. Aujourd'hui, un gros consommateur du lithium, ça commence à être l'automobile. Hein, nous, on est des petits consommateurs par rapport à eux. Mais l'automobile, si ça démarre avec les voitures électriques. Voilà, avec les voitures électriques, en lithium-ion, ça va consommer effectivement. Les demandes vont être assez fortes. Mais encore une fois, il n'y a pas aujourd'hui, les gens estiment qu'il n'y a pas de pénurie, même si l'automobile se développe. D'accord, je vous remercie. Il y aura peut-être des tensions, hein, c'est autre chose. La production, il faut mettre les infrastructures à produire, etc. en place, mais les réserves sont là, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Levez bien. Non, vous allez prendre le micro. Je suis désolé.
Voilà, et moi je vais en poser une autre le temps que le micro vous arrive. J'ai une question pour Julien Campion. En termes de progrès ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus progressé pour les bateaux de course? Le poids, la capacité? Ça va être la fiabilité, Parlez bien dans le micro. la fiabilité et la durée de vie. Hein. Donc, on a pu voir avec la présentation de Michel auparavant qu'au fur et à mesure des évolutions, les éléments ont été plus densifiés en énergie avec une meilleure cyclabilité, on appelle ça. Donc, la possibilité de tenir, aujourd'hui ils arrivent même à 2500 cycles. Sur les futures batteries qu'on fera pour les bateaux, on aura des durées de vie qui seront supérieures à 4 ans facilement. Voilà, c'est ça, ils ne changent pas de batterie toutes les saisons, ils changent non. Quasiment, ils peuvent faire un cycle quadriennal de Vendée Globe. Là on a des bateaux qui sont équipés avec de batteries depuis plus de 6 ans, oui, tout à fait. D'accord. Voilà, donc après il y a une perte comme on a pu le voir. Du coup, vous les vendez plus cher. Ça dépend. Sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Non, on va sur la fiabilité vraiment. Un jeu de batterie d'IMOCA, ça coûte combien? On est supérieur au. Ça va dépendre du nombre de batteries que vous voulez mettre dedans. Ils en mettent combien en moyenne en IMOCA? Ça va au minimum 5 batteries à peu près, 5 blocs. Hein. Bon, après il y a l'électronique qui va aussi avec. Donc on est sur des enveloppes supérieures à 10 000 € en général. Oui. Ma question, c'était pourquoi votre batterie, la batterie de Williamson fait 500 cycles alors que les éléments sont donnés pour 1000 cycles. Voilà, c'est partiellement répondu. Alors, les futures batteries intégreront la nouvelle gamme XLR qui a été présentée tout à l'heure, où les cyclabilités seront plus importantes. Et donc, Michel a présenté la gamme XTD aussi, où on arrivait à 2500 cycles, mais avec une perte de 10 à 15% de la densité d'énergie, de la capacité. Donc pour un team, ça veut dire rajouter une ou deux batteries. Donc chaque batterie fait à peu près 2,5 kg. Donc c'est rajouter 5 kg. Voilà. Le poids. Patrice Carpentier qui prépare le... Voilà, donc c'est 2,5 kg à peu près par batterie. Course. C'est rien. Hein. Une batterie au plomb, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd. Au moins 10 fois plus pour avoir la même énergie. Voilà. Pas d'autres questions? Eh ben, on va vous remercier tous les deux. Merci beaucoup de cette présentation très complète.